comme l'a dit Fabrice, c'est une communication qui est tirée de ma thèse qui a été soutenue l'année dernière, qui était une thèse d'histoire comparée. Alors, le point d'entrée que je vais adopter aujourd'hui, c'est celui des travaillistes, mais je n'exclus pas de faire un petit retour ou un petit passage de l'autre côté de la Manche de temps en temps pour mettre en avant, justement par la comparaison, les spécificités du parti travailliste. Le contexte de cette communication, il est double et il touche à la fois au parti travailliste et aux empires coloniaux, puisque dans l'entre-deux-guerres, c'est une période de croissance nouvelle du parti travailliste après la Première Guerre mondiale. Le parti, il est fondé par le Labour Representation Committee, il est fondé en 1900, puis le Labour Party en tant que tel en 1906, et, les progrès sont assez ambivalents jusqu'à la guerre, mais la participation au gouvernement de guerre permet au parti d'obtenir une nouvelle stature, une légitimité politique renforcée, d'acquérir aussi une expérience pratique et de voir ses effectifs augmenter. Et durant les décennies d'entre-deux-guerres, les suffrages vont rester élevés, le Parti travailliste va devenir, en tout cas, va être plutôt le principal parti de gauche et devenir l'opposition officielle aux conservateurs à la place des libéraux. Et puis, pour la première fois, le Parti travailliste va accéder au pouvoir à deux reprises, une première fois quelques mois entre janvier et novembre 1924, et puis plus longtemps entre juin 29 et juillet 31, à chaque fois avec Ramsay MacDonald comme Premier ministre. Alors, le chemin n'est pas sans accroc, mais en tout cas, ces années d'entre-deux-guerres sont vraiment une période, sont vraiment 2 décennies de croissance pour le Parti travailliste, ce qui lui impose de se positionner sur les enjeux du temps, de renforcer sa légitimité, sa crédibilité, finalement, de se présenter comme étant un parti qui peut tout à fait occuper des responsabilités. Et ça passe par la définition d'une politique notamment coloniale, en tout cas d'une politique coloniale, au même titre qu'une politique sur tous les sujets que les différentes formations politiques peuvent avoir à traiter si jamais elles sont amenées à arriver aux affaires. D'autant plus que la période, c'est aussi une période charnière dans l'histoire des empires coloniaux, puisque au sortir de la guerre, l'empire colonial britannique est, d'un point de vue de son extension territoriale, à son apogée, notamment avec la récupération sous forme de colonies, de mandats ou de protectorats des territoires coloniaux allemands ou de l'Empire ottoman. Alors, l'empire colonial britannique, il est composé de territoires au statut divers. Ceux auxquels je ne m'intéresse pas dans ma thèse et auxquels je ne m'intéresserai pas aujourd'hui, ce sont les Dominions, parce qu'ils ont une autonomie qui finalement les exclut du champ proprement colonial. En tout cas, ils ne sont jamais considérés au même titre que les Crown Colonies ou les mandats ou les protectorats de l'Empire. La période, elle n'est pas marquée par une volonté cohérente d'expansion, c'est plutôt une période de gestion du temps, du maintien des acquis, du débat sur la place à accorder à l'Empire, et dans le même temps, c'est une période de montée en puissance des revendications des populations colonisées, que ce soit par l'intermédiaire du mouvement communiste, du nationalisme des populations colonisées, des mouvements religieux, avec un jeu de répression, de négociation, bref, qui entraîne pour la classe politique britannique et les travaillistes également la nécessité de se positionner. Et donc, c'est finalement cette conjonction entre un parti dans une période particulière et un empire colonial dans une période, elle aussi particulière de son histoire, c'est à cette conjonction-là que je vais m'intéresser. L'historiographie, elle est assez limitée et éclatée. J'ai mis plein de références sur le diapo, mais c'était surtout en fait pour montrer 3 aspects principaux qui ont été traités. L'approche générale sur ces questions-là, elle est assez rare. Il y a l'ouvrage de Partha Gupta qui est assez classique, et celui de Stephen Howe aussi. Mais ensuite, on a surtout des études qui vont être ciblées sur certains territoires,
la Palestine, les Antilles, l'Inde, ou sur certaines figures. Alors là, j'ai mis des références sur Henry Pollack, sur Leonard Woolf, sur Norman Lees ou William McGregor Ross, mais finalement une approche totale, incluant tout l'Empire et étudiant la question de manière globale, manquait. C'est à ça que je me suis attelé, d'autant plus que les sources existent et elles sont riches, notamment les deux types de sources sur lesquelles je me suis appuyé, à savoir les archives du Parti travailliste lui-même, qui sont à Manchester au People's History Museum, et les archives des figures travaillistes les plus investies dans la question coloniale, qui se trouvent un peu partout, mais une partie de ces fonds sont notamment à Oxford. Le choix que je fais là, et il faut le rappeler, c'est le choix de traiter le Parti travailliste, c'est-à-dire l'instance qui fédère les différentes composantes qui font partie du Parti travailliste. Le Parti travailliste, il fédère des groupes socialistes, l'Independent Labour Party, la Société Fabienne, par exemple, et les syndicats, le TUC. Et donc, moi, c'est au Parti travailliste lui-même, en tant qu'instance fédératrice, que je m'intéresse, d'accord, puisque ces composantes ont elles aussi une vie en propre et elles amènent dans l'institution, dans le Parti travailliste, leur patrimoine individuel, mais c'est vraiment au Parti travailliste que moi je m'intéresse. Ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est pas tant de dire voilà la position du Parti travailliste sur tel ou tel événement, même si je vais pouvoir l'évoquer, mais c'est plus d'interroger la nature de la relation que les travaillistes entretiennent avec les questions coloniales, notamment en allant plus loin qu'une seule histoire des idées, mais en m'intéressant aussi aux structures, aux individus, bref, d'être dans une approche plus analytique que purement descriptive. Et si après il y a des questions sur des points précis, je me ferai un plaisir d'y apporter des éclairages. Finalement, les questions qui vont guider cette présentation, c'est de comprendre comment est-ce que la question coloniale, elle est appréhendée à l'échelle du parti et à l'échelle des individus qui le composent, selon quelle modalité, avec quelle intensité, avec quelle spécificité, et puis à quelle conception quelle conception intellectuelle cela correspond. Et donc, il y a trois points d'entrée qui vont guider cette présentation. D'abord, je vais poser le cadre intellectuel de l'idée coloniale des travaillistes. Que pensent les travaillistes dans leur ensemble, de manière générale? Alors évidemment, je vais peut-être parfois gommer un peu les spécificités, mais je pourrais revenir aussi sur des questions de nuances. Donc d'abord, une approche intellectuelle, et puis ensuite, comprendre comment le parti s'organise lui-même pour traiter la question coloniale. Et enfin, je m'intéresserai à la figure des spécialistes coloniaux travaillistes, qui sont des figures centrales avec des caractéristiques bien particulières. L'idée coloniale des travaillistes, moi, je l'ai qualifiée d'altercolonialisme. Et je vais m'en expliquer. Avant l'entre-deux-guerres, on a surtout des voix donc avant la Première Guerre mondiale plutôt, on a surtout des voix qui s'élèvent contre les exactions et contre les violences de l'expansion coloniale, mais les travaillistes et les socialistes qui ensuite composent le Parti travailliste restent globalement silencieux. Ce qu'on observe surtout, c'est qu'il y a deux tendances qui vont coexister. Une tendance qui tend à dénoncer sans concession l'impérialisme colonial comme étant une émanation du capitalisme, et donc que la gauche ouvrière devrait combattre, et une tendance qui estime qu'il est possible de proposer une politique coloniale réformiste qui permettrait de finalement transformer un état de fait jugé néfaste en quelque chose de positif. Et ces deux tendances, elles coexistent plus ou moins avant la Première Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale finalement voit l'émergence au premier plan de cette idée de réforme de la politique coloniale au détriment des dénonciations sans concession. Et donc se développe l'idée
d'une politique coloniale alternative que moi je qualifie d'alter-colonialisme. Et elle a sa propre cohérence intellectuelle, cette pensée alter-colonialiste. Quelle est cette... et je me rends compte que j'ai pas... Voilà, en fait, ce que je voulais faire. Je me rends compte qu'elle a sa propre, on se rend compte qu'elle a sa propre cohérence intellectuelle interne. En réalité, tout part du fait que les populations colonisées sont considérées dans une perspective hiérarchique, c'est-à-dire que il y a certaines populations considérées comme étant moins avancées en civilisation que d'autres. Alors, c'est une différence dans l'esprit des travaillistes de degré et non pas de nature, c'est-à-dire le terme employé est souvent celui de backward people, donc ils sont arriérés, mais finalement, s'ils sont arriérés, ils peuvent s'avancer. Et la responsabilité des travaillistes et des Européens, c'est la responsabilité de la fameuse mission civilisatrice, c'est-à-dire de leur permettre d'avancer. Ce qui fait que le départ des Européens de l'Empire colonial, leur départ est impossible puisqu'ils ont une mission à remplir et qu'en plus, s'ils partaient, les conséquences pourraient être terribles pour les colonisés qui pourraient tomber sous la coupe d'un autre impérialisme ou sous la coupe de l'obscurantisme religieux ou nationaliste qu'envisagent les travaillistes. Et donc, même si la colonisation est un produit du capitalisme et de l'impérialisme, c'est un état de fait. Et donc, il faut envisager une autre forme de présence coloniale et pas sa disparition qui est impossible. Ce que dit Philip Snowden, c'est assez intéressant. Je vous ai mis la citation. Il le dit: The British Empire is a fact. We have our views about the way in which it has been built up, but it is a fact, and having incurred the responsibility, we cannot lightly cast it off. Indeed, we cannot cast it off at all. Donc, il n'est pas possible, on peut s'interroger 1000 fois sur la pertinence de l'existence d'un empire colonial, mais il est là et il faut agir sur cet état de fait. Et donc, l'idée va être de transformer ce système pour en faire quelque chose d'autre, donc améliorer ici et maintenant, mais dans un cadre de pensée qui reste le cadre impérial. Le changement profond est repoussé à plus tard. La réforme devient presque sa propre fin. Et ce réformisme et cet altercolonialisme ont des caractéristiques particulières et propres aux travaillistes. Il y a l'idée d'un devoir moral, de la nécessaire défense des intérêts des populations locales, d'encourager leur développement qui passerait par des réformes économiques et sociales. Le politique est le plus souvent laissé de côté, puisque dans la vision hiérarchisée des populations, il est estimé qu'elles ne sont pas encore capables de s'auto-gouverner, de se gérer seules, et donc d'abord des réformes économiques et sociales, ensuite on verra pour une progressive autonomie politique. Alors, ça vaut pour une approche globale, mais il y a aussi une approche différenciée à ce niveau-là en fonction des territoires, puisque certains territoires de l'Empire sont considérés comme étant plus avancés que d'autres, les deux extrêmes étant d'un côté l'Inde considérée comme susceptible de recevoir, et c'est peut-être la seule qui est envisagée comme ça, la seule partie de l'Empire qui est envisagée comme ça, susceptible de recevoir une autonomie politique, et à l'inverse, l'Afrique subsaharienne est considérée comme devant faire l'objet essentiellement de réformes économiques et sociales, puisque les populations qui s'y trouvent sont considérées comme trop immatures pour se prendre en charge politiquement elles-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que cet altercolonialisme, cette position-là, c'est un patrimoine partagé. C'est un socle à partir duquel les travaillistes vont parfois pencher plus vers la gauche ou plus vers la droite, chercher un approfondissement des réformes ou au contraire à les limiter. Mais finalement, ça avait été
dans l'historiographie, présentée comme une position centriste, finalement, avec l'idée qu'il y avait des anticolonialistes, des centristes et puis des impérialistes forcenés. En réalité, ce qu'on remarque, si on prend les positions vraiment anticolonialistes et vraiment très impérialistes dans le Parti travailliste, ce sont des positions qui sont très marginales et finalement, les nuances qu'on constate, elles prennent toutes pour base le même postulat qui est ce socle alter-colonialiste. Et c'est depuis ce socle commun que s'opèrent les différentes variations. Cette pensée, elle puise à différentes influences. Elle puise évidemment aux influences ouvrières et à la dimension de parti ouvrier du parti travailliste. Donc, l'anticapitalisme, l'internationalisme sont des renforts de cette pensée-là, mais aussi la solidarité humaine qui est préconisée par les influences religieuses présentes au sein du mouvement travailliste. On retrouve aussi une réelle influence nationale et un patriotisme, l'idée d'une adéquation chez certains entre les valeurs de la britannité et la politique coloniale à mener, et puis l'idée que les colonisés n'ont que des avantages à être sous l'aile de la métropole britannique. Et puis, il y a un lien aussi qui est fait entre patriotisme et attachement impérial chez les travaillistes. Et enfin, une influence qui est celle des cultures d'empire ou de la culture impériale. Les travaillistes sont imprégnés de la pensée impériale de leur temps. Ils ne vivent pas en vase clos et donc ils sont par exemple touchés par l'ethnocentrisme de leurs contemporains, avec l'idée d'un monopole civilisationnel pour les Européens, une incompréhension, ou en tout cas une difficulté à appréhender les cultures extra-européennes, les spécificités de l'altérité, la focalisation sur les questions de race ou de couleur, par exemple, ou une approche stéréotypée de l'Empire. Ce sont des choses qui infusent aussi dans les discours travaillistes. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que cette pensée coloniale des travaillistes, elle puise à des influences différentes qui s'entremêlent, qui s'hybrident pour donner à ce que présentent les travaillistes comme étant leur pensée coloniale un caractère particulier. D'autant plus que contrairement aux Français et aux socialistes français qui, eux, ont pour obligation de se positionner entre un parti communiste très puissant et des radicaux très versés dans l'administration de l'Empire, et donc ce qui les contraint dans leur expression politique, les travaillistes ont des enjeux de positionnement par rapport au reste du spectre politique qui sont limités, puisque le Parti communiste britannique reste assez peu important et que les différences avec le Parti libéral ne sont pas énormes non plus. Donc, en fait, les travaillistes ont vraiment, par rapport à leurs homologues français, les coups des franches pour déterminer leur propre politique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines limites et certaines fragilités, évidemment. Ce qu'il y a comme principaux problèmes, déjà, la manière de concevoir l'Empire et de le penser s'appuie sur des grilles de lecture qui sont soit erronées ou soit non adaptées, puisque c'est à partir d'un patrimoine du mouvement ouvrier européen conçu depuis l'Europe et depuis les réalités économiques et sociales de l'Europe que les travaillistes cherchent à penser ce qui se passe outre-mer, ce qui entraîne des erreurs dans les présupposés, donc dans la suite des réflexions qui peuvent être menées. Il y a aussi chez les travaillistes, et ce qui est propre aussi aux cultures d'empire métropolitaines de ce temps-là, une difficulté à considérer les colonisés comme des acteurs avec une volonté propre et donc une approche très paternaliste de la politique à mener. Et puis aussi des considérations assez fixistes et hors sol de l'empire, les colonies, les colonisés, et une difficulté à vraiment inscrire cela dans des réalités concrètes.
Et puis enfin, une réelle incapacité à comprendre le ressort même de la situation coloniale, puisque le fait colonial n'est pas amendable en profondeur dans la mesure où lui est constitutif ce qu'il s'agirait de transformer et dont la disparition, par conséquent, le condamnerait également. Et ça, les travaillistes n'en ont pas conscience. Le fait colonial repose sur la domination, la coercition, et donc supprimer ces éléments-là, ce que revendiquent les travaillistes, finalement, ferait disparaître le fait colonial lui-même. Et donc, il n'est pas amendable en profondeur. Ça, c'est pour la pensée coloniale des travaillistes au sens large. Je suis passé assez vite. Il y a évidemment des nuances en fonction des individus, mais je pourrais y revenir si nécessaire. Mais en tout cas, il y a ce socle commun qui est partagé par tous. Qu'en est-il au sein du parti lui-même ? Le parti travailliste, après la Première Guerre mondiale, il s'organise pour traiter la question coloniale. Et cette organisation, elle est liée notamment à ce que j'expliquais tout à l'heure, cette montée en puissance du parti travailliste après la Première Guerre. Ça passe aussi par un renforcement des structures internes du parti pour que le parti puisse travailler plus efficacement. Et en ce qui concerne les questions coloniales, des structures dédiées au traitement des questions coloniales voient le jour dans l'organisation interne du parti. En 1921, par exemple, un département international est créé qui se charge des relations avec les autres partis travaillistes de l'Empire, parce qu'il n'y a pas d'émanation du parti travailliste britannique dans l'Empire, mais il y a des partis travaillistes à Malte, aux Antilles, par exemple. Et donc, c'est William Gillies qui s'occupe au nom du département international de collecter l'actualité, les échanges, d'avoir les rencontres avec ses homologues. Et puis, surtout, en termes de structure, ce qui est intéressant, ce sont deux commissions. Une qui est créée en 1918, qui est la Commission internationale, et de laquelle, en 1924, est extraite la Commission impériale. Et à partir de 1924, le Parti travailliste dispose d'un espace dédié qui va regrouper les travaillistes les plus intéressés par les questions et qui va être un espace de débat, de proposition et d'impulsion quotidienne en produisant des mémos, des notes, des recommandations pour la direction du parti. Donc, il joue un vrai rôle moteur. Cette commission impériale, comme la commission internationale d'ailleurs, elle est tenue par deux hommes, Buxton et Woolf, Leonard Woolf étant le mari de Virginia. Ces deux hommes, Buxton et Woolf, sont vraiment les chevilles ouvrières de cette commission impériale et les deux figures principales de l'appréhension au sein du parti des questions coloniales. Et donc, il y a au sein du parti une position d'expertise qui est liée aux hommes de la commission, aux intervenants qu'ils accueillent dans cette commission et qui leur permet de mener un travail intellectuel sur la question. J'ai mis une citation de l'autobiographie de Leonard Woolf qui dit We simply bombarded the leaders of the party and the active politicians with reports, brief recommendations, policies covering every aspect, question or problem of imperial politics. Again and again, the executive accepted our recommendations and publicly announced them to be the party's policy, either in official pamphlets drafted by us or by resolutions passed at annual conferences. Donc, on voit là que ce qui est présenté comme la politique officielle du Parti travailliste est vraiment le fait de cette commission impériale et des hommes qu'elle regroupe. Cette politique coloniale officielle, elle est définie progressivement durant les années 20 et 30 à l'initiative et avec l'impulsion de la commission impériale, des brochures présentant de manière extensive la politique du parti sont produites. En 1920, par exemple, ou en 1925, avec la même brochure actualisée sur Labour and the Empire Africa. Une brochure en 1933
qui s'intitule The Colonial Empire, qui vraiment est la définition en plusieurs dizaines de pages de la politique coloniale travailliste. Et puis, j'ai tenu à mettre aussi en 36 ce gros travail de réponse aux revendications coloniales des régimes nazis et fascistes, à grand renfort de statistiques, de calculs, pour appuyer une réponse complète aux demandes en territoires coloniaux. Si on compare rapidement avec le cas français, rien de tout ça n'existe. Dans la SFIO au même moment, pas de commission impériale, quelques figures individuelles qui traitent des questions coloniales, mais rien d'aussi structuré, d'aussi quotidien et surtout d'aussi approfondi en termes de réflexion. La politique coloniale officielle, elle reprend les grandes lignes intellectuelles que j'ai évoquées tout à l'heure, mais le travail qui est mené au sein du parti permet de les approfondir en les adaptant à certains territoires, en approfondissant certaines thématiques, en les adaptant à certaines questions qui peuvent se poser au fil des événements. Qu'est-ce que ça dit finalement du Parti travailliste de l'entre-deux-guerres ? Déjà qu'il y a une volonté de densifier sa production intellectuelle, donc ça s'inscrit dans la dynamique que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, que certains individus jouent vraiment un rôle fondamental dans le parti pour traiter de la question, et j'y reviendrai tout à l'heure, et puis qu'il y a une structure interne qui favorise un travail clair, organisé, structuré, qui permet aussi de régler les divergences en amont et donc de donner, une fois que ces divergences ont été tranchées au sein de la commission impériale notamment, l'image d'un parti solide, uni, capable de ne parler que d'une seule voix. Alors, il y a ce travail de définition intellectuelle qui est opéré, et puis il y a aussi l'action quotidienne qui est faite au nom du parti. Alors, l'action publique, elle est bien délimitée, les travaillistes n'engagent pas de grandes campagnes de masse sur les questions coloniales, ce qui témoigne de la dimension relativement secondaire de la thématique, mais ils se signalent quand même par leur participation régulière à des initiatives extérieures prises par d'autres associations. Surtout, le moyen d'action qui est privilégié, c'est celui des questions parlementaires qui sont posées au gouvernement très régulièrement et qui permettent d'avoir des éclairages et de mettre en évidence certaines limites de l'action gouvernementale qui est menée. Et puis, une action discrète, régulière aussi, lorsque des membres du parti sont sollicités pour traiter d'un cas particulier, pour répondre à une question ou pour s'occuper d'une situation spécifique, ils peuvent aller voir le Colonial Office ou des figures susceptibles de résoudre les problèmes qui ont été portés à leur connaissance. Quelles sont les limites de ce travail partisan ? Beaucoup de bonnes intentions, beaucoup de travail, je l'ai dit, mais comme c'est un sujet qui reste secondaire, les membres de la commission impériale ont parfois l'impression de travailler pour rien. Leonard Woolf le dit aussi. From time to time, off and on, one or other of the most active members would come to me and say that they had enough of it, that we did an immense amount of work, pouring out report and memoranda which the executive committee accepted, which became party policy, and were then never heard of again. I tried to modify and consult them by recommending to them the rule by which I regulated my life and its hopes and fears. Blessed is he who expects nothing, for unexpectedly he may somewhere, sometime, achieve something. Donc, il y a ce sentiment aussi de désespoir chez certains, et l'idée que ce n'est pas parce qu'on produit beaucoup en termes d'idées que ces idées sont effectivement appliquées et mises en évidence, puisque notamment dans le cadre des expériences gouvernementales travaillistes, des impératifs différents et des nécessités se présentent au gouvernement et qui parfois empêchent de mettre
en place certaines des promesses qui avaient été faites. Par exemple, lors du premier gouvernement travailliste, l'objectif de McDonald's est de montrer que les travaillistes sont capables d'être au pouvoir sans que le Royaume-Uni s'effondre, que l'Empire disparaisse, et donc faire la preuve de leur légitimité à être à ces postes-là. Et donc ça passe notamment par la nécessité d'éviter de faire des vagues en matière coloniale. Et donc finalement, là où des promesses avaient été faites dans l'opposition, lorsque les travaillistes sont au gouvernement, eh bien, celles-ci sont soumises à des nécessités d'un autre ou d'autres ordres. Par exemple, un autre exemple, les deux gouvernements travaillistes sont des gouvernements de coalition avec les libéraux, et donc il est nécessaire de composer avec les libéraux pour en ce qui concerne la politique menée, et les promesses qui avaient été faites peut-être trop avancées pour les partenaires libéraux lors des périodes d'opposition. Une fois au pouvoir, les travaillistes ne peuvent pas, sous peine de se fâcher avec leurs alliés, ou en tout cas de générer des désaccords avec eux, aller trop loin dans la politique qui est menée. Donc, ce sont deux exemples qui montrent que la question coloniale et la politique coloniale, elle est aussi soumise à d'autres impératifs que des impératifs purement intellectuels. Et puis, certains désaccords existent aussi. J'ai dit qu'ils étaient limités, qu'ils étaient tranchés au préalable, mais ça n'empêche pas que parfois certains sortent du cadre partisan et s'expriment. C'est par exemple le cas de la participation travailliste à la Simon Commission dans les années 20, où notamment la base travailliste se désolidarise de la direction du parti, qui a accepté de participer à cette commission d'enquête en Inde, qui ne comprend que des Britanniques et aucun Indien. Le dernier point que je voudrais aborder, je vais être assez rapide, il concerne les spécialistes coloniaux travaillistes, parce que finalement, on le voit, je pense que je l'ai montré jusqu'à présent, ce qui est intéressant, c'est de suivre les individus qui peuplent des structures, qui peuplent un parti, qui agissent, et c'est finalement eux qui sont au cœur de ce qui se passe et de ce que j'ai décrit. Et c'est notamment un petit contingent, je dirais entre 20 et 30 individus sur tout parti de la période considérée, qui sont vraiment au cœur du travail au sein du Parti travailliste, qui concerne les questions coloniales. Alors moi, les spécialistes, je les définis comme ça. Alors j'ai pris une définition large que j'ai forgée moi-même. Ce sont alors j'expliquerai après pourquoi je ne parle pas d'experts. Ce sont des individualités qui sont reconnues UES, pardon pour la faute d'orthographe, par les autres membres de leur famille politique, comme détenant un savoir spécifique, un intérêt marqué et suivi pour les questions coloniales. Et à l'aide de ce capital, ils entendent contribuer à l'élaboration et à la formulation de la politique travailliste, ainsi qu'à l'action menée sous ses couleurs, sans toutefois s'y limiter. Je ne parle pas d'experts parce que l'expertise dans la littérature scientifique est plutôt consacrée à des individus qui, par leur formation professionnelle, acquièrent des connaissances qu'ils mettent ensuite au service d'un engagement politique. Et ce n'est pas exactement la manière dont ça se passe pour les questions coloniales au sein du Parti travailliste, donc j'ai préféré parler de spécialistes plutôt que d'experts. Ces spécialistes, ils ont des profils bien particuliers. Alors certains sont dans le parti depuis avant la Première Guerre, mais pour beaucoup, ce sont des transfuges du parti libéral. Comme par exemple Buxton dont j'ai parlé, mais aussi Josiah Wedgwood, David G. Paul, qui sont des travaillistes, des spécialistes travaillistes très importants durant la période. Ce sont aussi des individus, pour la plupart d'entre eux, qui ont un contact direct avec le terrain colonial, soit parce que ce sont d'anciens administrateurs coloniaux ou fonctionnaires coloniaux. Et là, on pourrait parler
d'experts, mais aussi parce que ils peuvent avoir été sensibilisés aux questions coloniales par des voyages. C'est par exemple le cas de Henry Pollack, qui part travailler en Afrique du Sud et qui rencontre sur place Gandhi et devient un des bras droits de Gandhi dans sa défense des Indiens en Afrique du Sud. Ça peut aussi être parfois les hasards de la vie. Fenner Brockway, par exemple, a grandi dans une famille de missionnaires en Inde, ou alors Buxton, lui, a été bercé par les amitiés africaines de ses parents et par le souvenir de son arrière-grand-père abolitionniste, Thomas Fowell Buxton. Ce qui fait que chacun a une spécialisation ou des spécialisations géographiques et thématiques, ce qui va induire dans le traitement au sein du parti souvent un déséquilibre entre les territoires traités et les thématiques traitées, puisque lorsque, admettons, 8 spécialistes sur 10 se consacrent au travail sur l'Inde ou sur les Antilles, évidemment, ces territoires vont être davantage mis en avant. Et donc, les déséquilibres qu'on marque dans la politique coloniale travailliste et dans les sujets qui reviennent et les territoires qui reviennent sont à la fois liés, certes, à l'actualité qui touche de manière plus régulière certains territoires plutôt que d'autres, mais aussi aux spécificités, aux spécialisations géographiques des spécialistes coloniaux. Par rapport à l'altercolonialisme que j'ai évoqué, les spécialistes sont sur cette ligne. Là où ils se distinguent, c'est surtout par une propension à une meilleure connaissance et donc une connaissance plus approfondie, plus fine des réalités qui sont décrites et présentées, mais le socle de réflexion est le même, à la différence près qu'il est moins empreint, mais n'est pas intégralement pas empreint de stéréotypes raciaux notamment. On les retrouve moins sous la plume des spécialistes coloniaux qui ont cette connaissance plus fine, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas du tout. Et puis, une autre spécificité de ces spécialistes, c'est leur fonctionnement en groupe. Ils échangent beaucoup entre eux. Alors, ils se retrouvent dans certaines structures, la commission impériale, j'en ai parlé, mais on retrouve aussi dans leurs archives personnelles beaucoup de correspondances entre eux qui leur permettent d'échanger des informations, des contacts et d'envisager des actions communes. Ce qui est intéressant avec ces spécialistes, c'est qu'au-delà de leur rôle au sein du Parti travailliste, donc de cette force d'impulsion et d'évolution et de responsabilité de ce qui se fait dans le parti, ils ont aussi des partitions qui sont des partitions individuelles. Et ils agissent aussi de leur côté. Du fait de leur contact et de leur réseau, ils sont des relais privilégiés de leur contact parmi les populations colonisées et se relaient vers des sphères de pouvoir, par exemple, ou vers une action qui pourrait rendre service, ne passe pas forcément par le parti. Un autre élément qui est là pour le coup très intéressant, c'est leur pluri-engagement. Ces spécialistes coloniaux, ils ne s'investissent pas que dans le parti travailliste et on les retrouve défendant les causes coloniales, à la fois dans des associations non dédiées aux questions coloniales, non spécifiquement dédiées aux questions coloniales, qu'elles soient politiques ou religieuses d'ailleurs, et on les retrouve aussi très engagés dans des associations spécifiques. Et ce pluri-engagement, il est vraiment très caractéristique lorsqu'on sort les archives de ces organisations. Lorsqu'il est question de questions coloniales, ce sont toujours les mêmes individus qu'on retrouve. Ils ont aussi comme caractéristique de prendre de nombreuses initiatives individuelles, pareil, toujours en marge du parti, que ce soit des articles dans la presse qui n'est pas la presse partisane, l'utilisation de leurs compétences professionnelles au service des colonisés. Par exemple, c'est le cas des avocats parmi les spécialistes coloniaux.
et puis une tentative de diffuser leur savoir et leurs idées par des conférences publiques, des ouvrages. Bref, ce qu'on remarque avec ces spécialistes coloniaux, c'est que leur investissement dans le Parti travailliste est loin d'être exclusif et donc qu'ils se caractérisent par leur capacité à chercher à faire feu de tout bois pour les causes qu'ils défendent. Dernier point, les travaillistes apparaissent, et notamment par l'intermédiaire des spécialistes, comme le relais pour les colonisés pour influencer la ligne du parti ou entretenir cette ligne du parti. Ce qu'on remarque dans les sources, c'est que les échanges que les spécialistes ont avec leurs contacts outre-mer a une influence sur ce qui est ensuite présenté sur la ligne, ce qui est ensuite présenté comme la ligne du parti, et on retrouve dans certaines recommandations de la commission impériale, par exemple, des choses qui ont été transmises aux membres de la commission impériale par leurs contacts sur place. Pour les colonisés, le Parti travailliste est aussi riche de ressources, de contacts, de réseaux, et donc les travaillistes servent aussi à ce titre-là de relais des colonisés. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, dans ces relations, on est sur une vraie adhésion des colonisés aux idées des travaillistes, ou est-ce que c'est purement un calcul stratégique, à savoir qu'à un moment donné, le meilleur relais pour avancer les causes défendues par les colonisés est le Parti travailliste ou un autre. En fait, on est un peu sur un peu dans les deux situations. Il y a une vraie proximité intellectuelle des travaillistes avec les colonisés avec qui ils sont en contact, mais ils n'hésitent pas à utiliser d'autres cordes qu'ils pourraient avoir à leur arc, ces colonisés, pour faire avancer les causes qu'ils défendent. Mais l'intérêt de ces relations, elle est aussi pour les travaillistes eux-mêmes, puisque ces relations qui existent leur permettent aussi une connaissance précise des réalités du terrain colonial et donc entretient l'image d'un parti bien informé, ce qui est un point important dans la quête de crédibilité du parti dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, pour conclure, finalement, ce qu'on peut synthétiser tout ça, c'est que à l'image de la question coloniale en métropole, pour les travaillistes, c'est un sujet secondaire. D'accord, la question coloniale, et peut-être que je ne l'ai pas suffisamment mis en avant dans ma présentation, mais dans les sources, dans les discussions qui ne sont pas spécifiquement celles de la commission impériale ou des spécialistes, c'est un sujet qui revient assez rarement, c'est un sujet qui est mal connu, qui est envisagé de manière parcellaire, à l'image de ce qui se fait en métropole. Le deuxième point sur lequel je voudrais conclure, c'est que pour étudier une thématique telle qu'elle est appréhendée par un parti politique, moi je plaide pour qu'on aille plus loin qu'une seule étude des idées et d'une seule perspective d'histoire intellectuelle, et finalement plutôt pour qu'on aborde les idées politiques sous l'angle de l'histoire sociale et de l'histoire culturelle, puisque ce dont on se rend compte, c'est que ce qui est présenté comme la ligne coloniale du parti, par exemple, ou ce qui est présenté comme l'idée coloniale des travaillistes, est à la fois le produit, certes, d'orientation intellectuelle, mais aussi d'individus spécifiques, de structures favorables ou défavorables, de contextes politiques plus ou moins favorables, de réseaux, de temporalité, bref, réinscrire les idées politiques dans un ensemble plus vaste qui permet de les envisager comme des objets autres que purement intellectuels. Et puis, dernier point, ce qu'il est intéressant à mon avis de faire, et c'est plutôt une invitation, c'est d'interroger la place de cette période de l'entre-deux-guerres dans une chronologie plus large, puisque un certain nombre de responsables politiques à l'échelle, dans le Parti travailliste et dans l'État britannique après la Seconde Guerre mondiale,
ont été formés dans l'entre-deux-guerres, notamment dans la commission impériale, notamment par les spécialistes. Et donc, il y a une vraie continuité qu'on peut déceler par-dessus ou à travers la Seconde Guerre mondiale. Et cet aspect gagnerait, à mon sens, à être exploré un peu plus avant, cette question de la continuité. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à ce que j'ai pu vous présenter.